Bonjour, vous ne l'ignorez pas, dans quelques jours, nous allons commémorer le 50e anniversaire du débarquement en Normandie. Aujourd'hui, les brûlures de l'histoire vont raconter les préparatifs du débarquement, les secrets du jour J, comment le débarquement a été conçu et préparé, comment il a été organisé, l'intendance, la logistique, quelles connaissances avaient les alliés des défenses allemandes, le fameux mur de l'Atlantique, quel a été l'apport de la résistance, comment les services secrets britanniques ont intoxiqué les Allemands sur le lieu et le jour du débarquement. Nous tenterons de répondre à toutes ces questions par une visite guidée le long des plages de Normandie où nous sommes, avec un spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, un spécialiste de la guerre secrète, l'écrivain Gilles Perrault. Tout de suite, le début de la visite. There's another Normandy village now in our hands, Saint-Marie-du-Mont, one more stepping stone in the Allied advance. The German lines are subjected to a heavy pounding in preparation for our move to cut the peninsula. Élevage. Alors nous sommes ici sur la place de Sainte-Marie-du-Mont. Vous habitez ici depuis très longtemps. 33 ans. 33 ans dans cette maison ici sur la place. Et alors j'imagine que ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivé ici. Si, c'est par hasard, mais ça n'est sûrement pas par hasard que j'y suis resté pendant 33 ans. C'est parce qu'on baigne ici littéralement dans le souvenir du débarquement. Et je crois que c'est l'une des raisons qui m'ont attaché à ce village. Il faut dire qu'on est tout près, ici à quelques kilomètres de la plage d'Utah Beach, qui a été un des hauts lieux du débarquement. Ah oui, on peut même dire que c'est à Utah Beach que le débarquement a réussi. On est à 6 km, c'est notre plage. Voilà. Alors ici, devant cette église Sainte-Marie-du-Mont, ici même dans ce village, ce matin du 6 juin, cette nuit du 5 au 6, ça s'est battu très très durement. Oui, évidemment, les parachutistes sont tombés comme des confettis sur le village, sur la campagne alentour. C'était les Américains. C'était les Américains de la 101e Airborne. Et ils sont tombés donc dans une confusion totale. Jamais là où ils auraient dû tomber, ils cherchaient leurs objectifs, ils étaient éparpillés. Les Allemands qui étaient en garnison ici étaient totalement affolés, ils ne s'attendaient pas du tout à ça, tant et si bien que cette place où nous sommes a été le théâtre de combats, mais aussi de scènes, je dirais presque burlesques. Ici même, il y a une patrouille allemande qui a longé, frôlé, croisé une patrouille américaine qui était perdue. Et le premier qui aurait tiré, ça aurait été un massacre évidemment, et personne n'a tiré. Ils se sont regardés sous le nez, ils ont très bien vu qu'il s'agissait d'Allemands et d'Américains, et ils ont continué leur chemin. C'était sans doute la sagesse. Alors maintenant, nous allons revenir en arrière, nous allons voir comment ce débarquement a été conçu et préparé et décidé. Août 1943, Québec. Churchill et Roosevelt, accompagnés de leurs états-majors, président une conférence décisive. Le général Morgan, chargé d'élaborer les plans d'un futur débarquement, expose ses conclusions. L'opération baptisée Overlord se déroulera au printemps 1944 sur les côtes du Cotentin, dans une zone située entre l'Orne et la Vire. Quelques mois plus tard, en décembre, le général Eisenhower est nommé commandant en chef. Le jour et le lieu, où et quand, le succès ou l'échec du débarquement dépendent de la capacité des Alliés à garder le secret. Il faut remonter à 1940 pour mesurer le cheminement de ce gigantesque projet. La France est envahie, Londres résiste sous les bombardements allemands. Le Premier ministre, Winston Churchill, est le symbole de la ténacité britannique. Dans cette épreuve, il pense déjà à la suite, à la reconquête du continent. À cet effet, il souhaite organiser des opérations combinées entre les armées de terre, de l'air et la marine. Dès juillet 1940, des unités spécialisées, les commandos, exécutent un raid sur l'île de Guernesey. Avec l'invasion de l'Union soviétique le 22 juin 1941, la guerre prend un tournant décisif. L'entrée en guerre des États-Unis après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 achève de rendre le conflit mondial.
Après avoir décidé d'une coordination militaire anglo-américaine à Washington en décembre 1941, Churchill et Roosevelt se retrouvent en janvier 1943 à Casablanca. Churchill suggère une opération de débarquement dans le ventre mou de l'Europe occidentale, la Méditerranée, alors que les Américains préfèrent une opération sur les côtes de la Manche afin d'attirer le plus de divisions allemandes vers l'ouest et de soulager ainsi les Russes. Dès octobre 1941, Churchill avait nommé Lord Louis Mountbatten à la tête des opérations combinées. Celui-ci décide de procéder à une première tentative de débarquement, une sorte de répétition expérimentale. Le 19 août 1942, les commandos britanniques et les soldats canadiens débarquent à Dieppe avec mission de tenir un certain temps avant de se retirer. L'attention du monde entier vient d'être attirée sur un point de la côte française, Dieppe. À l'aube du 19 août, des troupes anglaises, américaines et canadiennes tentent de prendre pied sur la plage de Dieppe. Une division et son état-major forment la première vague. Au large, 26 transports qui constituent la deuxième vague de l'attaque attendent l'issue du combat. Maintenant près de 16 heures, la tentative a totalement échoué. Les Anglais ont rembarqué, laissant plus de 3500 morts, prisonniers ou blessés. La bataille est terminée. Le gouvernement allemand a reconnu la bravoure téméraire de ces jeunes hommes que le haut commandement britannique a sacrifié avec une désinvolture qui a étonné tous les techniciens militaires. La tentative du 19 août confirme l'opinion de ceux qui, en toute objectivité, considèrent que depuis Hendaye jusqu'à l'océan glacial, des troupes débarquées ne peuvent ni s'établir ni se maintenir. Il fallait un port. Il fallait un port pour débarquer le matériel lourd, les chars, etc. Indispensable et dès les premiers jours. Or, la terrible expérience de Dieppe, 19 août 1942, avait démontré qu'il était impossible de prendre un port par assaut frontal, cloué sur place. Les Canadiens ont été cloués sur place avec des pertes effrayantes. Donc c'était la sécurité des Allemands. Les Allemands se disaient, si on tient les ports, on tient le rivage. Et ils ne pourront pas débarquer. Et les Anglais, enfin les Alliés le savaient bien entendu. Et c'est Mountbatten qui a eu la percée décisive. On lui a exposé tout ça, il était responsable des opérations combinées. Il a dit, si je comprends bien, c'est simple. Premièrement, on a besoin d'un port. Deuxièmement, on ne peut pas prendre un port. Alors la seule solution, c'est d'en emmener un avec nous. Tout le monde a ri, on a cru que c'était une plaisanterie, ça n'était pas une plaisanterie. La preuve, c'est qu'ils ont amené non pas un port, mais 2 ports avec eux, qui avaient une capacité à peu près comparable à celle du port de Douvres, donc quelque chose d'extraordinaire. Monsieur Churchill écrit un mémoire sur ce sujet. Comment établir des estacades sur des plages. Les divers éléments d'un havre important seront construits en Angleterre, remorqués à travers la mer et mis en place, tandis que la bataille fera rage sur les rivages de la Normandie. Plus de 30 000 hommes travaillent à ces structures étranges, monstrueuses, dont on ne peut leur dire la destination. À lui seul, le béton entre pour 500 000 tonnes dans la construction de ces mastodontes. Dès le lendemain du jour J, le génie militaire anglais installera en moins de 10 jours 2 ports artificiels, l'un devant Arromanches, l'autre au large de Utah Beach. Alors qu'aucun port n'est libéré, des tonnes de matériel indispensable parviennent ainsi aux forces alliées. Autre défi technologique relevé par les ingénieurs anglais, assurer le ravitaillement en carburant des armées. C'est le projet Pluto. Its origin was the request of Lord Louis Mountbatten, then Chief of Combined Operations, to Mr. Geoffrey Lloyd of the Petroleum Warfare Department to lay an oil pipe line across the channel. On the coast, special high-pressure pumping stations were built, and as you see, very nicely camouflaged. This was in December 1942. Yes, even then, preparations were being made for D-Day. And so, what had at first been thought impossible
became a practical plan. A few weeks after D-Day, the Navy did the job. The Germans were completely outwitted. They observed the cannons but didn't think them worth further attention. L'opération Overlord nécessite la mise en œuvre d'énormes moyens logistiques. Il s'agit de mobiliser le formidable potentiel industriel américain et d'acheminer des tonnes de matériel. Mais en 1942, la traversée de l'Atlantique est encore périlleuse. Les sous-marins allemands coulent plus de navires que les chantiers navals ne peuvent en construire. On suit la durée de la course de la torpille au chronomètre. L'ennemi est touché. Le commandant contemple par le périscope la destruction du navire ennemi. En France, le Feldmarschall von Rundstedt commande l'armée allemande. Il compte sur la puissance redoutable de ses divisions blindées pour repousser un débarquement qu'il sait inévitable. Nous sommes ici au mémorial de Caen devant cette immense carte où on voit bien, Gilles Perrault, les enjeux stratégiques du débarquement. Et quand on voit cette carte, on se dit que le choix du débarquement en Normandie n'était pas absolument évident. Il n'était pas du tout évident et surtout pas du point de vue allemand. Parce que là, on a en somme la carte qu'avait sous les yeux le maréchal von Rundstedt qui commandait les forces, qui commandait le front ouest. Et pour von Rundstedt, il était évident que s'il devait venir, il viendrait ici, dans le Pas-de-Calais, et non pas là-bas en Normandie. Et la traversée est évidemment beaucoup plus courte. D'abord, première raison, traversée plus courte. Bon, c'est évident. Deuxième raison, traversée plus courte aussi pour l'aviation de chasse. Et ça, c'est capital. Les chasseurs anglais pourront tenir l'air et combattre donc beaucoup plus si c'est dans le Pas-de-Calais qu'en Normandie. Autre raison, les V1, les fameux V1, les rampes de lancement de V1 sont essentiellement dans le Pas-de-Calais. Elles vont commencer à tirer ces engins de mort une semaine après le 6 juin. Donc il est évident que pour von Rundstedt, les Anglais ont intérêt à écraser ces rampes de V1. Puis enfin, c'est le plus court chemin vers le cœur de l'Allemagne, le cœur industriel de l'Allemagne, c'est-à-dire la Ruhr. Par conséquent, ce que ne comprend pas von Rundstedt, ce qu'il ne veut pas comprendre, car il s'aveugle, c'est que précisément parce qu'il a à ce point renforcé les défenses du Pas-de-Calais, parce qu'il a garni le Pas-de-Calais de ses meilleures troupes, les Alliés vont choisir de venir n'importe où, sauf dans le Pas-de-Calais, et par exemple en Normandie. Il faut ajouter qu'en plus, il y a un débat au sein de l'état-major allemand sur l'utilisation des Panzerdivisions de réserve qui, elles, peuvent être extrêmement redoutables pour les Alliés en cas de débarquement. Oui, c'est la seule chance de rejeter les forces débarquées à la mer. Alors, il y a un conflit de doctrine entre von Rundstedt, on le sait bien, et Rommel. Rundstedt, il réagit en stratège. Bon, un stratège, il garde ses forces de contre-attaque à une certaine distance de façon à pouvoir les lancer au bon endroit. Rommel, lui, veut les coller sur les plages. Pourquoi? Parce que Rommel a vu en Afrique à quel point l'aviation pouvait être meurtrière pour les blindés. Rundstedt n'a pas eu cette expérience, il ne l'a pas eu en Russie. Rommel lui dit, mais une fois qu'ils auront commencé l'invasion, nos blindés auront le plus grand mal à bouger, et il a raison. Rundstedt lui répond, oui, mais si vous les collez au mauvais endroit, pour les retirer ensuite et les envoyer au bon endroit, ce sera encore pire. Et von Rundstedt n'a pas tort. Les premières installations de béton sur les côtes du Pas-de-Calais doivent au départ servir de tremplin à l'invasion de la Grande-Bretagne. En 1942, alors que l'entrée en guerre des États-Unis fait craindre à Hitler l'imminence de l'invasion alliée anglo-américaine à l'ouest, commence la construction de ce qu'on appellera le mur de l'Atlantique. Des côtes de la Norvège jusqu'à l'Espagne, sur 5000 km, des centaines de bunkers sont mis en chantier.
L'organisation TOT est chargée des travaux et elle emploie des milliers de travailleurs des pays occupés. Les blocos les plus imposants sont édifiés dans le Pas-de-Calais et équipés de batteries d'artillerie lourde qui peuvent atteindre l'Angleterre. Des radars sont également disséminés le long de la côte. Au printemps 1944, Rommel prend en charge la défense des côtes normandes. Après une inspection détaillée, il se rend compte que le mur est fragile, particulièrement dans son secteur. Convaincu que le débarquement aura lieu dans le Cotentin, averti par les services de renseignement allemands qu'une opération est possible le 18 mai, celui que Rundstedt appelle avec condescendance le maréchal Gosse fait accélérer les travaux de défense. Sur les plages, des milliers de croisillons de ferraille équipés de mines sont installés. Les marais sont inondés pour gêner les parachutages. Dans les champs, des poteaux reliés par des fils métalliques sont plantés afin d'empêcher l'atterrissage des planeurs. Ce sont les asperges de Rommel. Le maréchal est persuadé que la bataille décisive se jouera sur les plages avant que les Alliés puissent consolider leur tête de pont. Nous sommes sur un des hauts lieux du jour J, cette fameuse pointe du Hoc qui était un véritable épouvantail pour les Alliés. Oui, c'était un point fort pour les Allemands et un point noir, un cauchemar pour les Alliés, puisque les énormes casemates qui sont derrière nous étaient censés abriter des canons capables à la fois de tirer sur Utah Beach qui est ici et sur Omaha Beach qui est ici. Alors évidemment, il n'était pas question de laisser ces canons avec une capacité d'écraser sous leurs obus les troupes débarquées à gauche et à droite. Il fallait absolument capturer la pointe du Hoc et annihiler les capacités de tir de ces batteries. L'état-major allié a décidé à ce moment-là d'envoyer un bataillon de Rangers pour attaquer cette forteresse. Oui, c'est ça. Oui, il fallait absolument la neutraliser. Et il est significatif que quand le colonel Ruder, le chef de ce bataillon de Rangers, a entendu ses supérieurs hiérarchiques lui exposer sa mission sur une maquette, il a cru que c'était une blague, une farce qu'on lui faisait, puis il a compris que c'était sérieux. Et tout le monde pensait, un responsable avait dit, mais enfin ça n'est pas possible, quelques vieilles femmes armées de balais pourront empêcher n'importe qui de monter sur cette falaise. Et ils sont arrivés à prendre pied sur la falaise et finalement à progresser à l'intérieur, mais ça a été extrêmement difficile et coûteux. Et c'est là qu'ils ont eu quand même la surprise de la journée. Oui, alors la surprise de la journée, c'était une surprise amère, c'est que les canons avaient été retirés. Car les Allemands, il y avait eu des attaques aériennes, on avait essayé de détruire ces batteries avec des bombardements aériens. Les bombardements avaient échoué. D'où les Rangers. Et les canons avaient été retirés par les Allemands qui se disaient il y a bien des bombes qui vont finir par tomber dessus. Et ils avaient été garés et entreposés dans un fossé à quelques centaines de mètres. Donc il n'y avait pas ces terribles canons qui pouvaient battre à la fois les plages d'Utah et d'Omaha Beach. Donc c'était une belle action inutile. Une belle action inutile. Bon, mais tout de même, c'était important de tenir le Hoc. Et puis surtout, ça démontre à quel point les Allemands ignoraient que le débarquement était imminent. Car s'ils avaient été vraiment en état d'alerte, la première chose qu'ils auraient faite, c'est de ramener les canons dans les casemates de façon à ce que ce canon soit opérationnel. Alors avec ces canons, en principe, la pointe du Hoc, c'était un des points noirs, un des points forts du mur. Est-ce que ce mur partout était puissant, armé? Est-ce que c'était vraiment cette œuvre infranchissable que se plaisait à décrire la propagande allemande? Non, pas du tout. Non, une ligne fortifiée n'a jamais pu empêcher quoi que ce soit, et surtout pas un débarquement. On vit un peu sur le mythe du jour le plus long. Bon, le jour le plus long, on se dit,
tout va se jouer le 6 juin, le jour du débarquement, et s'ils sont rejetés à la mer le 6 juin, c'est terminé. Bon, en vérité, il n'y a pas d'exemple contemporain de débarquement qui ait échoué le jour même, ou même les heures et les jours suivants, parce qu'on arrive toujours à concentrer à un endroit donné, à un moment donné, beaucoup plus de force que les défenseurs n'en possèdent. La Normandie, c'était quand même un point faible par rapport au Pas-de-Calais. Ah ben, le Pas-de-Calais, c'est la 15e armée, 15 divisions, 15 bonnes divisions, des blocos infiniment supérieurs à ceux de Normandie, une deuxième ligne de défense, alors qu'ici, il y a la ligne pas de long. profondeur. Bon, alors, les responsables alliés, les chefs alliés ne se faisaient aucun doute, n'avaient aucun doute sur leur capacité à débarquer. Bradley, qui commandait ce secteur précisément, le général Bradley disait « l'accrochage, ça ne nous fait pas peur. Bien sûr, l'abordage, ça ne nous fait pas peur. Bien sûr qu'on pourra aborder. Le problème, c'est de tenir les jours suivants parce que les Allemands auront beaucoup plus de facilité pour amener des renforts avec le réseau routier que les Alliés par voie de mer. » Alors ici, là, à quelques kilomètres, on a la plage d'Utah Beach, qui était donc l'une des grandes plages de débarquement. Utah Beach, il y avait le point d'appui allemand W5. Dans ce W5, ça veut dire W5, c'était le nom de code du point d'appui allemand. Et ça veut dire point de résistance numéro 5. Il y avait 75 bonshommes à Utah Beach dans W5. Des vieux bonshommes qui venaient du front de l'Est, qui avaient eu les mains gelées, les pieds gelés, qui avaient été blessés, ou alors des très jeunes. Qu'on sortait des fonds de tiroir en Allemagne. Bon, ils étaient 75. En face, il y avait une division américaine, la 4e division. Et sur les bateaux, une autre division encore qui était prête à débarquer. Alors, il était évident que les 75 du lieutenant, les 75 hommes du lieutenant Arthur Yankee, puisqu'il s'appelait Yankee, ils seraient débordés. Ils ont été submergés. Vous êtes en train de nous dire que le débarquement, c'était une rigolade, alors une promenade. Non, pas du tout. Une promenade. Non, pas du tout. Il suffit. Alors, ce serait obscène de dire ça à la pointe du Hoc, où les types ont été obligés de monter sur des échelles de pompiers. Bien sûr, non. Mais ce que je veux dire, c'est toujours difficile. À Utah Beach, ils ont quand même dû cavaler, les Américains, 500 mètres à marée basse, sur une plage lisse comme la main, sans rien pour se protéger. C'est toujours difficile. Mais les 75 Allemands, ils avaient pris un bombardement aérien terrible. Ils prenaient des obus d'une tonne que leur tiraient les cuirassés. Il n'y a pas eu de résistance organisée. La première vague américaine n'a pratiquement pas eu de perte. Elle n'a pratiquement pas eu de perte. Les vagues suivantes, oui, quand les batteries de l'intérieur ont commencé à tirer. Mais le problème pour les Alliés, ça n'était pas le jour le plus long. Ce jour-là, ils étaient sûrs d'être sur la côte française. C'était le problème des renforts. C'est-à-dire que pour eux, la difficulté réelle commençait à J+3. À J+3, les Alliés pouvaient avoir débarqué 13 divisions, dont 2 éléments de division blindée. Théoriquement, les Allemands pouvaient avoir à ce moment-là, face aux forces débarquées, 20 divisions, dont 3 blindés. C'est là que... Donc il fallait tromper les Allemands, il fallait leur faire croire que ça n'était pas le vrai débarquement, que le vrai débarquement, c'était une diversion, que le vrai débarquement aurait lieu très haut, très loin, dans le Pas-de-Calais. Il fallait véritablement qu'ils gardent leurs réserves en se disant « la Normandie, c'est une feinte, c'est pour nous obliger à envoyer tout ce qu'on a sous la main là-bas et ensuite on se fera matraquer dans le Pas-de-Calais ». La capitulation allemande à Stalingrad le 2 février 1943 a inversé le cours de la guerre. En juillet, les Alliés prennent pied en Sicile qu'ils libèrent après de durs combats. À Téhéran, le 28 novembre 1943, Staline, Roosevelt et Churchill se rencontrent pour la première fois. L'Anglais et l'Américain confirment l'ouverture du second front pour le printemps 1944.
Overlord est désormais possible puisque les Alliés ont gagné pendant l'été la bataille de l'Atlantique grâce à de nouveaux radars et un système de mines anti-sous-marins. La route de l'Angleterre est libre pour les énormes Liberty Ships que les chantiers nord-américains construisent à la chaîne en moins de 12 jours. Partout en Angleterre, les équipements et les réserves arrivent en énorme quantité. Nos images racontent en détail nos préparatifs. Équipements de toutes sortes, rustines pour les tentes, sacs à dos, cuissardes en caoutchouc, rations de campagne, bonbons. Les entrepôts regorgent de matériel, bateaux et barges de débarquement en grand nombre, et même des poubelles. Des bombes de 2 kilotonnes acheminées vers les aérodromes, des kilomètres de camions que les serfs du roi regardent avec intérêt. Des chars, et encore des chars, et tous meilleurs que ceux de l'ennemi. Ambulances, planeurs pour les troupes d'invasion de choc, des avions, des milliers d'avions. L'équipement, un sacré boulot de production et de transport, rendu possible par le travail d'équipe des Alliés. Tandis que l'Angleterre devient un gigantesque entrepôt, les ingénieurs britanniques tirent les leçons de Dieppe où les chars Churchill s'étaient enlisés dans les sables. Le major Hobart, sorti de sa retraite, invente les Funnies, chars gadgets aux yeux des Américains, mais qui se révéleront très efficaces. De l'autre côté de la Manche, Rommel déplace la 21e division Panzer au sud de Caen. Hitler, qui garde 4 divisions blindées sous son propre commandement, hésite toujours sur le lieu du débarquement. Son intuition le pousse plutôt vers la Normandie, mais il ne veut pas dégarnir le Pas-de-Calais. Il a fini par croire à la propagande de Goebbels, la forteresse atlantique est infranchissable. Flakbunker. Invasion. Sie kommen. Alarm! Oberstleutnant! Die Invasion ist da! 5000 Schiffe da! Gilles Perrault, nous sommes ici dans un lieu qui s'appelait le Ostec et qui était un ensemble de fortifications allemandes extrêmement puissantes qui défendaient donc la rade de Cherbourg. Oui, l'accès à Cherbourg, Ostec, verrouillait l'accès à Cherbourg par l'est. Et c'était un point d'appui très fortifié, 45 blocos reliés par des souterrains. Tout autour de cette campagne. Tout autour, tout ça est truffé de blocos. Et cet ensemble faisait partie de la forteresse Cherbourg, puisque Hitler avait élevé au rang de forteresse les grands ports, et avec un statut tout à fait spécial. Il n'était pas question de se rendre, il fallait se battre jusqu'au dernier homme, jusqu'à la dernière goutte de sang, parce que, bien sûr, les Allemands, Hitler, savaient que les Alliés auraient besoin d'un grand port. Ils ne connaissaient pas l'existence des ports artificiels, mais même les ports artificiels ne suffiraient pas à amener les... Dans un second temps, il arrive. Bien sûr, les tonnes de matériel nécessaires à une armée moderne. Il fallait donc prendre Cherbourg. Et en tenant les ports... La prise de cet endroit était vraiment stratégique. Ben ici, c'était obligatoire, parce qu'on voit la rade de Cherbourg est à 5 km en face. Il y avait dans Ostec des canons qui tiraient jusqu'à 25 km. Il fallait enlever Ostec. Ostec était défendu par le major Cupers, un soldat convaincu qui était bien décidé à appliquer les consignes de Hitler et à ne pas se rendre. Et effectivement, les hommes du général Barton se sont cassés le nez sur Ostec à un moment.
les fantassins de Barton sont arrivés jusqu'au poste de commandement de Cupers, une percée. Il avait donc des fantassins qui grouillaient sur son blocos. Il a ordonné un tir de ses propres batteries sur son blocos pour nettoyer les fantassins. Donc un dur. Un dur de dur. Ah oui. Et Barton a fini par demander une trêve. Alors Cupers a accepté, c'était autant de temps de gagner. Barton est arrivé avec un certain nombre d'officiers, ses cartes, et il a commencé à expliquer qu'il fallait être réaliste, qu'il avait des centaines de chars avec lui, que Ostec allait être submergé, que c'était une question de temps, et que donc une résistance poursuivie avec un tel acharnement ferait des pertes inutiles de part et d'autre. Cupers n'a pas bronché, il refusait de se rendre. Mais Barton avait amené ses cartes, qui étaient des cartes renseignées avec des tas d'indications, et Cupers avait un œil sur ces cartes, et il a fini par demander à regarder les cartes d'un peu plus près. Barton a accepté, et Cupers s'est approché avec son état-major, et ils ont vu que sur les cartes de Barton, tous les blocos étaient répertoriés, que tout l'armement des blocos était répertorié. Le nombre d'hommes équipant chaque blocos était indiqué, et même avec le nom des officiers, le nom et le prénom des officiers allemands dans chacun de ces 45 blocos. Cette découverte, n'est-ce pas, cette révélation que ces blocos épais, étaient en vérité une maison de verre pour les Alliés, les Américains, qu'ils savaient tout de ce qu'il y avait à l'intérieur, ça a complètement démoli le moral de Cupers, et à ce moment-là, il a accepté de se rendre. C'était le travail de la résistance, c'était un travail de fourmi, c'était le travail de tous les gens qui vivaient ici, qui voyaient ces soldats allemands dans les cafés, qui souvent étaient obligés de les héberger, qui connaissaient donc le nom, le prénom des officiers. Je dirais, c'était pas des James Bond, c'était le contraire de James Bond. C'était des espions balais, comme il y a des manœuvres balais. Chacun apportait une parcelle minuscule, c'était rien, un nom, un prénom, un canon qui a été changé. Et celui ou celle qui apportait ce renseignement, c'était terrible parce qu'il n'avait pas l'impression de faire grand-chose. Et souvent c'était un détail décisif. Et voilà, c'est l'addition de tous ces détails. Est-ce qu'il y a eu des actions d'éclat de la résistance pour connaître le mur, à part ce travail de fourmi qui a été fait par des milliers ou des centaines de résistants? Oui, bien sûr. Il y a eu l'épisode Duchesne, qui était un peintre en bâtiment à Caen, et il a vu un avis à l'organisation TOT à Caen, au siège de l'organisation TOT. Il demandait un peintre pour des travaux. Alors il s'est présenté, il a été embauché, non sans mal. Quelqu'un avait été embauché, mais il a proposé des meilleurs prix. Et puis dans le bureau du Bauleiter Schneiderer, qui dirigeait l'organisation TOT à Caen, il a vu la carte du futur mur de l'Atlantique. Car le mur n'était pas encore construit, on allait le construire. En 1942. Voilà, et alors il a réussi, avec une audace extraordinaire, à barboter cette carte. Qui a été acheminée à Londres, tant et si bien que Londres a connu le mur de l'Atlantique sur la côte de débarquement avant qu'il soit construit. Ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres actions de la résistance pour connaître le mur? Oui, alors il y a une autre action qui est en quelque sorte ça. Duchesne, c'est le début, et une autre action, c'est la fin. On termine la boucle. C'est Rommel qui, pendant l'hiver 43-44, inspecte le mur. Bon, et il est construit, conformément au plan barboté par Duchesne. Et Rommel annote de sa main tout ce qu'il a vu, en protestant, en râlant en général, en disant cette casemate est mal orientée, l'angle de tir n'est pas bon, enfin une critique. C'est une visite critique du mur. Et le réseau sosie, avec à sa tête les frères Ponchardier, ont réussi à à s'emparer de cette critique enfin de Rommel, de ce rapport de Rommel, et ils l'ont transmis également à Londres. Tant et si bien que Londres, qui avait eu les plans du mur avant qu'il fût construit, a eu la critique du mur de l'Atlantique par le maréchal Rommel lui-même, ce qui était pas mal. En prime, voilà, ouais. C'est bien.
Les troupes américaines continuent d'arriver en masse en Angleterre. Voici encore des bateaux de transport bourrés de nos garçons qui viennent avec la ferme intention d'en finir avec Hitler. Nos garçons et nos filles, nos infirmières. Pendant que l'Allemagne spécule sur la date et l'endroit choisi comme réel second front d'intervention allié en Europe, de plus en plus de troupes continuent à se rassembler dans l'île en vue de la préparation de l'invasion. Et même si l'ennemi ne peut que supposer où et quand ils débarqueront, nos soldats savent que leur destination est Berlin. Aucun doute à ce sujet. À Londres, les rues et les bars sont envahis par des drôles de touristes qui profitent de leur dernière permission avant d'être cloîtrés dans leur cantonnement. Le sud de l'Angleterre se transforme en un gigantesque camp militaire où sont entassés 1 million de soldats. En avril 1944, une zone interdite à la population est créée du Wash à la Cornouaille. Une bande côtière de 16 km est isolée par un véritable rideau de fer. Un épais brouillard artificiel recouvre en permanence la région et la chasse anglaise empêche toute incursion d'avions de reconnaissance allemands. Plus le jour J approche, plus les consignes de sécurité deviennent strictes. Il faut garder le secret sur les affectations, les localisations des unités, les concentrations d'hommes. Le 17 avril, la valise diplomatique pour les pays neutres est interdite. Au sein du commandement militaire se distingue une caste très particulière, celle des officiers bigots. Et bigot, tout officier connaissant le lieu et le jour du débarquement. Chez les bigots, le secret est évidemment de rigueur. Le 15 mai, une réunion du grand état-major fixe en fonction des marées le débarquement au 1er juin. Il sera reporté au 5, puis à cause de la météo au 6. Comme le succès du débarquement dépend de la surprise, on imagine sans mal l'inquiétude de ces 3 hommes, Eisenhower, Montgomery, Tedder, alors qu'ils assistent aux ultimes manœuvres. Une fuite, une seule, et tout est compromis. Or, fin avril 1944, se déroule l'exercice Tigre, répétition de l'attaque de Utah Beach. La nuit précédente, 2 navires de transport de troupes qui participent à la manœuvre sont attaqués par des vedettes rapides allemandes qui croisaient là par hasard. « 700 hommes perdront la vie. Le plus inquiétant est qu'on dénombre 10 bigots parmi les disparus. Craignant qu'ils soient prisonniers, l'état-major envisage de remettre Overlord. La baie est entièrement draguée et, un par un, les cadavres des 10 bigots retrouvés. L'état-major allié ne doit pas seulement garder le secret sur la concentration des troupes dans le sud-ouest de l'Angleterre. Il doit aussi tromper les Allemands, leur faire croire que le débarquement n'aura pas lieu en Normandie, mais dans le Pas-de-Calais. Ce sont les services secrets anglais qui ont la charge de cette opération d'intoxication. Son nom de code est Fortitude. Le premier stratagème consiste à rappeler le général Patton, en disgrâce auprès du haut commandement américain, et à lui confier, en entourant son arrivée à Londres d'une grande publicité, la charge de la 5e armée,
totalement fictive. À cette fin, on crée dans le sud-est du pays, face au Pas-de-Calais, un faux quartier général qui émet d'innombrables messages repérables par les services d'écoute allemands. Ensuite, on promène Patton dans la région. Pour parfaire le bluff, la campagne du Kent est envahie par une multitude de chars et d'avions en caoutchouc gonflable, transportés chaque jour d'un point à l'autre. Tout est en place pour persuader l'ennemi d'un éventuel débarquement sur Calais. Il ne reste plus qu'à laisser quelques avions d'observation allemands passer au travers des batteries de DCA et repartir avec leur moisson d'informations. Réelle aux yeux des Allemands, la 5e armée Patton, peuplée de fantômes, ne risque aucune perte et épargne ainsi la vie de nombreux soldats qui, eux, débarqueront vraiment le 6 juin 1944 en Normandie. Nous sommes ici sur la plage d'Omaha Beach où les pertes des Alliés ont été particulièrement fortes. Donc la défense allemande était plus puissante. On peut se demander finalement quand on voit les pertes qu'il y a eu ici, si cette opération Fortitude, cette intoxication, elle a marché si bien que ça. Oui, bien sûr qu'elle a marché. Les pertes ont été terribles au point que Bradley, qui commandait ce secteur, le général Bradley, a envisagé dans l'après-midi le rembarquement des troupes débarquées. Non, ce qu'on peut dire, c'est que s'il n'y avait pas eu Fortitude, ça aurait été partout Omaha Beach, et pire qu'Omaha Beach, c'est-à-dire un échec, sinon le premier jour, du moins dans les jours qui suivaient. Car encore une fois, il faut le redire inlassablement, ce qui hantait les chefs militaires alliés, Eisenhower, et aussi les chefs politiques, Churchill, Roosevelt, c'était les jours suivants, J+1, +2, +3, etc. Et Fortitude avait pour but de tromper les Allemands, d'abord sur le lieu et la date du débarquement, où et quand, c'était la question cruciale, et ensuite de leur faire croire, car Fortitude ne se termine pas le 6 juin 1944, de leur faire croire que ce débarquement n'était qu'une diversion et que le grand coup serait porté ailleurs et où? Dans le Pas-de-Calais. Hitler a cru d'ailleurs, parce que longtemps après le débarquement, il a continué à maintenir ses Panzerdivisions sur le Pas-de-Calais. Ah bah, la 15e armée, qui comportait 15 divisions et de bonnes divisions, n'a pas bougé du Pas-de-Calais avant le 20 juillet. Et ça, personne ne pouvait l'espérer. Eisenhower a écrit dans ses mémoires que cette 15e armée, si elle était intervenue à temps sur le front de Normandie, aurait pu, je cite, nous écraser sous le simple poids de ses effectifs. Donc c'est véritablement une sorte de, non pas de miracle, car c'est un miracle très organisé, mais un chef-d'œuvre de la part des services anglais, car ce sont les Anglais qui étaient à la base de Fortitude, qui étaient aux commandes de Fortitude. C'est un chef-d'œuvre d'avoir réussi à tromper les Allemands aussi longtemps. Et le soir, que quand on a su que les Allemands maintenaient la 15e armée dans le Pas-de-Calais, Winston Churchill lui-même est allé rendre visite aux hommes, aux Anglais qui avaient organisé ça, et leur a dit « Messieurs, nous vivons aujourd'hui le summum de la longue histoire des services secrets anglais ». En avril 1944, l'acteur David Niven, qui travaille pour le service du contre-espionnage anglais, le MI5, convoque le lieutenant Clifton James, comédien dans le civil. Niven avait remarqué la photo de James parue dans un journal avec cette légende « Vous faites erreur, ce n'est pas Montgomery ». James était en effet un sosie parfait. Présenté à son modèle, le comédien copie les expressions, les tics et même la voix du général. Dans les derniers jours de mai 1944, Montgomery est accueilli en grande pompe à Gibraltar. En fait, c'est Clifton James qui est exhibé dans les lieux où grouillent des espions de tous bords. L'acteur lâche quelques confidences à propos d'une opération en Méditerranée. Le stratagème est astucieux à double titre. Car même si les services allemands ne peuvent croire à un tel déplacement du débarquement allié,
Il n'en reste pas moins vrai pour eux qu'un des plus hauts responsables d'Overlord a quitté la Grande-Bretagne, et donc que le jour J n'est pas pour la toute fin du mois de mai 1944. Tous les aspects de Fortitude ne sont pas aussi réjouissants. L'intelligence service est dès le début du conflit dotée d'une section action sur chacun des pays occupés par les nazis. Dès 1942, en France, des réseaux de renseignement sont créés par les services secrets anglais. Les agents français et anglais ont été formés à Londres aux techniques des commandos et à l'utilisation des radioémetteurs clandestins. Parachutés avec leur matériel, ils intègrent des réseaux déjà en contact avec l'Angleterre et forment certains résistants aux activités de sabotage. Des filières d'évasion pour les pilotes alliés abattus ou de passage pour les agents en mission sont mises en place. Et si pour les Américains et les Anglais, la résistance armée et les maquis restent avant tout une force d'appui qui ne doit pas intervenir militairement avant la veille du jour J, le renseignement, lui, est pour eux d'une nécessité vitale. Ces réseaux sont activement traqués par l'Abwehr, service de contre-espionnage de l'armée allemande, ou le SD, service de sécurité des SS. Des réseaux sont infiltrés, leurs agents capturés. Les Allemands s'efforcent alors, utilisant la torture, de retourner l'opérateur radio afin qu'il continue d'émettre sous leur contrôle et participe ainsi à l'intoxication. Pour mettre en échec ce jeu radio, les services anglais avaient mis au point un code de sécurité, donné par le radio au début de chaque message. Ils pouvaient ainsi prévenir en cas de capture. Or, il arriva fort curieusement que, malgré les alertes, Londres continua d'envoyer des armes, des agents et des émetteurs, comme s'ils ne se rendaient pas compte que des arrestations avaient eu lieu. En fait, Londres faisait semblant de ne pas entendre, dans le but de tromper les Allemands. Comment les services secrets britanniques ont utilisé un certain nombre de réseaux de résistance pour cette intoxication? Bon, par exemple, l'un des buts de l'opération Fortitude, c'était de, de donner tant d'alertes aux Allemands que quand viendrait la bonne alerte, celle du 6 juin, ils n'y croiraient plus. Donc on les a sans arrêt, on leur a envoyé sans arrêt des signaux indiquant que le débarquement aurait lieu par exemple dès 1943 et puis à plusieurs reprises en 1944. En 1943, les Anglais montent l'opération Starkey. Starkey, ça consiste à essayer de faire croire aux Allemands que le débarquement aura lieu en France en septembre 1943. Il y a des réseaux de résistance anglais à direction anglaise en France, et notamment le réseau Prosper, qui est un énorme réseau, une organisation trop importante d'ailleurs. La sécurité en souffrait. Et il était commandé par le major Sutil, pseudo Prosper, et ce réseau était pénétré par les Allemands, et les Anglais le savaient. C'est le réseau auquel appartenaient mes parents. Et donc ils se sont dit, puisqu'il est pénétré, perdu pour perdu, utilisons-le. Sutil est venu en Angleterre au printemps 1943, et là on lui a dit, le débarquement va avoir lieu en France en septembre 1943, alors mobilisez vos troupes, etc. Il n'y avait jamais besoin de dire aux résistants français qu'il fallait se mobiliser pour le débarquement, ils n'attendaient que ça. Et donc les mesures de sécurité qui n'étaient pas suffisantes déjà ont encore baissé, enfin, et la Gestapo, le SD allemand ont procédé à des arrestations massives. Et beaucoup de résistants interrogés, évidemment, comme on le faisait à l'époque, ont craqué et ont avoué que le débarquement aurait lieu en septembre 1943 sur la côte française. Ce qu'ils croyaient être un secret. Eh bien oui, et alors c'est ce qui est terrible, parce que quand on s'engage dans une guerre, on accepte de perdre la vie. Mais ces gens-là ont cru qu'ils avaient perdu plus que la vie, l'honneur, puisqu'ils avaient livré aux Allemands le secret dont dépendait la liberté de l'Europe, le gain de la guerre. Et ils ont été fusillés absolument désespérés, et ça c'est terrible.
c'est terrible. Mais tout de même, je disais c'est la guerre. Il faut rappeler quand même quelque chose. En 1940, quand l'Angleterre est seule face à l'énorme puissance nazie, les Anglais ont une machine qui s'appelle Ultra et qui leur permet de décoder tous les messages de la Luftwaffe, de l'aviation allemande, de la Wehrmacht, des services de renseignement allemands. C'est capital, c'est formidable. Et ils apprennent que l'aviation allemande va déclencher un raid terrifiant sur Coventry. Alors, on informe Churchill et on lui dit qu'il faut mettre Coventry en état de défense, il faut rassembler la RAF, l'aviation anglaise, autour de Coventry. Churchill dit non, car si on fait ça, les Allemands sauront que nous déchiffrons leur message. Et on ne peut pas se permettre qu'ils le sachent. C'est trop important. Alors on lui dit, mais au moins, organisons les hôpitaux, envoyons des médecins, ça va être terrible. Il refuse, rien n'a bougé. Et il y a eu des milliers de morts à Coventry, alors qu'on aurait pu éviter ces milliers de morts. Donc je dirais, les Anglais, c'est vrai, ont manipulé des réseaux français et les ont envoyés à la mort. Mais ils avaient eux-mêmes sacrifié leurs propres compatriotes. C'est la guerre, encore une fois. Dans le même ordre d'idée, les bombardements qui ont eu lieu pour préparer le débarquement, 2 sur 3, je crois, avaient lieu dans le Pas-de-Calais, pour faire croire aux Allemands que c'était là que ça allait se passer. Et lors de ces bombardements, évidemment, il y avait des victimes, on peut dire qu'elles mourraient pour rien. Bien sûr, pour une bombe en Normandie, dans le secteur d'invasion, d'attaque, il y en avait 2 dans le Pas-de-Calais. Donc là aussi, on a envoyé des aviateurs à la mort, sachant qu'ils ne servaient à rien. Bon, sur cette plage où nous sommes, avant le débarquement, on a envoyé des commandos anglais et aussi des commandos de la France libre. Mais ici, c'était des Anglais qui sont venus repérer le sable. Est-ce que le sable ne serait pas mêlé d'argile qui ferait patiner les chars, les chenilles, etc., mesurer la déclivité du sol, etc. Bon, ils couraient des risques considérables. Il y avait des sentinelles qui arpentaient la plage. On les a envoyés sur les plages prévues pour les débarquements, mais aussi sur des plages où on savait bien qu'on n'allait pas débarquer. Certains ont été pris, certains ont été pris et certains ont été fusillés, car les Allemands ne les reconnaissaient pas comme des combattants. Là aussi, on a sacrifié des hommes. Encore une fois, le but crucial, le but essentiel, c'était le succès du débarquement. C'était la bataille dont dépendrait l'issue de la guerre. Tout le monde le savait en Angleterre et aux États-Unis, et donc tous les sacrifices qui permettaient d'atteindre ce but étaient des sacrifices valables, acceptables, même s'ils étaient effrayants. Il restait aux services allemands un dernier moyen pour connaître le lieu du débarquement: parachuter en Angleterre même des espions. Ce fut un véritable carnage. Mal préparés aux coutumes anglaises, la plupart sont repérés dès les premiers jours, puis pendus. Les survivants sont retournés par les Anglais. De retour en Angleterre, où 2 espions viennent d'être exécutés. Celui-ci n'est pas l'un d'entre eux, mais il nous montre simplement comment ces espions transportaient leurs radios bien empaquetées. Il faut remarquer combien il était simple d'envoyer des informations avec de tels moyens. Ces hommes qui ont été heureusement découverts avaient l'intention d'obtenir leurs informations en se mêlant à la foule. Moralité, méfiez-vous, les murs ont des oreilles. Quelques agents nazis semblaient pourtant avoir réussi à s'établir en Grande-Bretagne. Une jeune Française d'origine russe, Lili Sergeyev, avait spontanément proposé ses services au major Kliman, chef de l'Abwehr à Paris. Elle réussit à convaincre les Allemands de l'envoyer à Londres via Lisbonne. Après avoir suivi une formation radio auprès des services allemands, elle est censée, une fois au Portugal, prendre contact avec les services anglais en se faisant passer pour une patriote française anti-nazie. Tout fonctionne comme prévu. L'Abwehr reçoit des messages envoyés d'Angleterre par Lili sur les mouvements de troupes dans la campagne anglaise. Le seul ennui est que Lili travaille réellement pour l'intelligence service, tout en étant depuis le début vraiment anti-nazi. Ces informations ont essentiellement trait aux activités de la fausse 5e armée du général Patton. L'autre agent allemand est un Espagnol, Juan Pujol, surnommé Garbo par les Anglais. Lui aussi a contacté les Allemands en offrant ses services. Il prétend avoir des correspondants à Londres et donne des informations intéressantes. En fait,
L'homme, un brin mythomane, rédige lui-même ses rapports sans bouger d'Espagne avec l'aide de guides touristiques et de cartes routières. Comme Pujol a de la chance ou de l'intuition, il donne de bons renseignements, si bien que les Anglais décident de l'engager. Arrivé à Londres, Garbaud devient un excellent agent double et contribue lui aussi à l'intoxication. Lilly, Garbaud et d'autres envoient des messages contradictoires sur le lieu du débarquement. Au printemps 1944, les Allemands sont toujours dans l'incertitude. Alors il disait Pas-de-Calais, il disait automne 44, il disait Norvège, il disait Gascogne, il disait autour de Bordeaux. Alors il y a quelque chose qui est magnifique dans ce domaine. Quand ils ont débarqué en Afrique du Nord en 1942, les Alliés ont arrêté un colonel français qui travaillait pour les Allemands, pour l'Abwehr, les services de renseignement allemands. Ils l'ont arrêté, ils l'ont retourné. C'est-à-dire que ce colonel français, ce traître, on lui a fait envoyer sur son émetteur des tas de faux renseignements aux Allemands. Et ça a duré pendant toute l'année 43 et tout le début de l'année 44. Alors les Allemands ont assez vite compris que ce type leur racontait des histoires et qu'il était retourné, parce que jamais les renseignements n'étaient confirmés par les événements. Eh bien, c'est le seul agent allemand, français-allemand, qui a envoyé le lieu de débarquement, la Normandie, et la bonne date, le 6 juin. Quand ils ont reçu ce message, les Allemands se sont dit, alors, puisque c'est lui qui nous dit ça, ça sera n'importe où, sauf en Normandie, n'importe quand, sauf le 6 juin. C'était encore une fois les services britanniques qui essayaient d'intoxiquer en donnant le vrai lieu. Là, ils ont donné le vrai lieu et la vraie date, mais par un homme qui était tellement déconsidéré aux yeux des Allemands que les Allemands ne pouvaient pas le croire. C'était quand même risqué, hein? Ah bah oui, mais que de risques, bien sûr. C'était celui qui a fait ça, qui a pris cette décision, avec lequel j'ai été en contact après, m'a dit « je n'en dormais pas ». Parce que si véritablement les Allemands, par miracle, avaient cru, j'aurais été l'homme qui avait qui avait livré le secret aux Allemands. Mais ça a marché. Alors au total, Fortitude, ça a été un succès absolu. Ça a été un succès inespéré. Personne ne croyait que les Allemands seraient trompés. D'abord, ignoreraient jusqu'au 6 juin qu'une armada de 5000 navires faisait route vers les côtes de France. Et surtout, personne ne croyait que quand tant de divisions auraient été débarquées sur la côte de Normandie, les Allemands croiraient encore que ça n'était qu'une diversion et qu'ils attendraient le vrai débarquement sur la côte du Pas-de-Calais. Retour donc au Mémorial de Caen où nous allons vous présenter quelques ouvrages qui ont servi à la préparation de cette émission pour ceux qui veulent en savoir davantage. Et d'abord, naturellement, Gilles Perrault, les 2 livres que vous avez écrits, Le secret du jour J, qui donne presque le titre à cette émission, qui était paru il y a quelques années, il y a longtemps d'ailleurs, oui. Chez Fayard, qui reparaît dans une nouvelle édition et qui raconte tous les secrets d'intoxication, contre-intoxication, qui concernent le jour J, indispensable pour ceux qui veulent comprendre un peu comment ça s'était préparé. Et le grand jour, 6 juin 1944, toujours Gilles Perrault, chez Jean-Claude Lattès, qui est paru il y a une vingtaine d'années. Et cet ouvrage c'est pour les jeunes. Ça raconte le débarquement aux jeunes, aux adolescents, de façon à raconter non seulement l'opération, mais ce qui l'a précédé et ce qui va suivre. Voilà. Un petit livre qui paraît chez Gallimard, la collection Découverte, un excellent livre, 6 juin 1944, Anthony Kemp, le débarquement en Normandie, avec une très belle, très riche iconographie, des cartes très originales, un très bon petit livre, on peut dire aussi pour les jeunes qui s'intéressent, et les autres aussi d'ailleurs, au débarquement. Le classique des classiques, Cornelius Ryan, Le jour le plus long,
paru chez Robert Laffont il y a 35 ans, qui reparaît aujourd'hui. Nouvelle couverture, toujours dans la collection ce jour-là. Là, on peut dire, c'est le... C'est le classique et il n'a pas vieilli. Il reste passionnant. Bon. Il reste passionnant. Un livre alors là qui nous a été très utile pour préparer cette émission, La guerre secrète, le rempart des mensonges, Anthony K. Brown, paru chez Pygmalion. Et ça, on peut dire que c'est vraiment un ouvrage de référence. C'est la somme, c'est vraiment un livre bourré d'informations extraordinaires, un travail de recherche dans les archives. C'est la somme, je ne peux pas mieux dire. C'est un livre extraordinaire. Alors c'est paru chez Pygmalion et ça aurait pu être traduit avec un peu plus de légèreté par moment. Oui. Ouais. Alors un livre là qui concerne la résistance, le rôle de la résistance dans la préparation du jour J qu'on a évoqué au cours de cette émission. Raymond Ruffin, Résistance, Normandie et jour J, vous connaissez ce bouquin bien sûr. Passionnant, très intéressant, vraiment, oui. Très bien informé, très bien documenté. Raymond Ruffin est un homme qui connaît ce sujet. Oui. Et alors là encore, beaucoup d'histoires, d'anecdotes, enfin c'est assez complet sur la question. Un livre spécialisé sur les Français du jour J, Georges Fleury chez Grasset. Il a eu raison de l'écrire et lui aussi, ces livres sont vraiment des livres très sérieux, avec toute la documentation accessible à l'heure actuelle. Et lui, sur les gens de Kiefer, il nous donne tout. Voilà, pour les Français qui ont participé au jour J. Ces deux albums que je n'ai pas encore montrés, très belle et très riche iconographie dans ce livre présenté par Charles-Louis Foulon, Victoire à l'Ouest 44-45, très très belle iconographie. Et l'autre livre, c'est Normandie 44, co-édité par Éditions Ouest France et Mémorial de Rémi Tekken, aussi avec des photos très intéressantes. Et enfin, trois livres là, plus spécialisés sur les Jacques Bureau, un soldat menteur. Alors tout à l'heure, au cours de l'émission, on a parlé de ce réseau Prosper qui avait été manipulé par les services anglais et Jacques Bureau est l'un de ces membres de ce réseau. L'un des agents de ce réseau qui a été manipulé et qui raconte tout ça. Voilà, c'est paru chez Laffont. Un livre qui vient de paraître, édition Ouest France et du Mémorial, Survivre la vie des Français de l'Ouest en 1944, Dominique Labarrière. Et enfin, dans la grande série, la grande histoire de la Seconde Guerre mondiale, le tome, je ne sais plus combien c'est, 5 ou 6, Pierre Montagnon, le jour J, 6 juin 1944. Et enfin, je crois que c'est fini pour les livres, 2 cassettes, naturellement Le jour le plus long d'Arif Zanuck, le classique des classiques, et L'été de la liberté, la bataille de Normandie, coproduit par FR3 et le Mémorial. Une semaine après le jour J, Winston Churchill, accueilli par Montgomery, prend pied sur les côtes normandes. Il réalise ainsi un rêve vieux de 4 ans. Voilà, cette émission est terminée. La semaine prochaine, les brûleurs de l'histoire raconteront les guerres des Balkans. De Sarajevo 1914 à Sarajevo 1994, de la poudrière des Balkans à la guerre dans l'ex-Yougoslavie, les brûleurs de l'histoire évoqueront cet interminable conflit. Bonsoir.